Salut les cyclistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on change de décor, on est à l'hôtel Grevol à Llanars en Espagne. Et aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, dans cette nouvelle conversation, on part à la rencontre d'un homme qui fait rayonner le vélo en Occitanie. Il est à l'origine d'un événement devenu incontournable dans le paysage cycliste français, la Campilaro. Il est assez haut placé dans la région, il est passionné, il est engagé. C'est en quelque sorte le monsieur vélo de l'Occitanie. Alors dans cet épisode, Fabrice Gouze nous raconte son parcours, la naissance de la Campilaro et sa vision pour l'avenir du vélo. Un échange inspirant entre passion, engagement et coup de pédale, mais pas dans la figure parce que ça fait mal. Salut Fabrice. Merci Kélian pour ton invitation. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté. C'est super. Pour commencer, peut-être, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, donc je m'appelle Fabrice Gouze, j'ai 56 ans, je vis à Toulouse. Je suis par ailleurs originaire de la région. Du côté paternel, on est originaire de Montauban et côté maternel, côté Luchon. Ok, d'accord. Donc si on parle un peu de ton parcours et de ton engagement dans le vélo, d'où te vient cette passion pour le vélo? La passion pour le vélo, elle me vient justement, là je disais à l'instant que du côté maternel, on était originaire de Luchon. Et mes souvenirs de vélo, c'est vraiment le Tour de France. Et le Tour de France notamment à Super-Bagnères. Je me souviens avoir vu Bernard Hinault gagner le contre-la-montre à 79. Et chaque fois que je venais en vacances à Luchon chez mes grands-parents, c'était l'occasion de faire du vélo. Donc je pense que c'est né là. Jeune donc, j'ai aimé beaucoup rapidement monter d'école. Voilà, le plaisir était là déjà et ça vient de là clairement. Ok, donc ça fait vraiment longtemps que tu as cette passion pour le deux roues. Exactement. Même si j'ai commencé par le foot en club, mais encore une fois, j'ai toujours fait du vélo pendant les vacances et une fois que j'ai arrêté le vélo, le foot, je suis passé au vélo. Ok. Très bien. Et du coup, quel a été ton parcours professionnel avant d'en arriver là où tu es actuellement pour la région Occitanie? Moi, je suis de formation économiste. J'ai fait mes études à Toulouse et j'ai alterné le privé et le public, plutôt dans des fonctions liées au développement économique, à l'aménagement du territoire. Donc une forte préoccupation pour les territoires et la région en particulier. Midi-Pyrénées il y a quelques années, maintenant Occitanie. J'ai aussi beaucoup travaillé avec des élus dans ce parcours professionnel, jusqu'à maintenant. Ok, super. Et donc c'est quoi tes missions aujourd'hui? Donc depuis janvier 2022, je suis responsable de la mission vélo à la région Occitanie, une mission que m'a confiée donc la présidente de région. En fait, la région Occitanie souhaitait structurer davantage le vélo au niveau de notre institution. Il y avait déjà un peu de vélo à l'économie, un peu de vélo au tourisme, un peu de vélo à la mobilité, mais pas de choses bien structurées. Donc voilà, la mission vélo a été créée en janvier 2022 et c'était effectivement le principal objectif, c'est de mieux coordonner l'action vélo à la région Occitanie. On a donc créé un plan vélo qui est maintenant notre colonne vertébrale, notre plan de route, clairement. Un plan vélo qui est en fait articulé sur 4 ou 5 gros chapitres. Le développement économique, parce qu'on a la chance d'avoir quand même en Occitanie un certain nombre d'entreprises du vélo sur lesquelles on essaie au mieux de les accompagner pour permettre leur développement. Il y a du vélo au niveau du tourisme, je l'ai dit tout à l'heure. Donc l'Occitanie est une grande région touristique et incontestablement l'accueil de touristes à vélo est une niche sur laquelle on veut travailler. Donc il y a une sorte d'action sur le tourisme. La mobilité, c'est le cœur du plan. La mobilité, c'est faire en sorte que de plus en plus de gens puissent aller au travail à vélo, par exemple, ou faire ses études, lycéens, étudiants. Et pour ça, on le dira tout à l'heure, mais on a un certain nombre d'actions qui permettent de faciliter la mobilité à vélo. Et puis, il y a aussi un peu bien sûr, de vélo au sport. La région Occitanie soutient des épreuves, soutient des clubs, soutient des sportifs professionnels ou des jeunes sportifs. Et puis, du vélo aussi à l'éducation jeunesse, puisque vous savez que la région a en charge le lycée. Et dans ce cadre-là, on essaie de faire la promotion du vélo au sein des lycées. Ok, donc vraiment beaucoup de travail en soi. Ouais, c'est un plan vélo qu'on a voulu inscrire dans la durée. Donc c'est un plan vélo 2024-2028 avec une enveloppe financière de 100 millions d'euros, c'est assez conséquent. Et on espère effectivement assurer la promotion du vélo dans toutes ces dimensions que j'évoquais précédemment. Ok, très bien. Ça c'est pour résumer ce que tu fais du point de vue professionnel. Et on va parler de ce qui nous intéresse vraiment, la Campilaro, la naissance de celle-ci.
Alors, Campilaro, c'est un nom qui intrigue et je crois qu'il y a une histoire derrière ce nom. Oui, enfin, c'est toujours difficile de trouver un nom quand on veut créer un événement. Souvent, le nom est lié au territoire dans lequel les gens créent l'événement ou vivent. Bon, nous, le club est à Toulouse, donc on n'avait pas forcément vocation à mettre Toulouse autour du nom qu'on voulait lancer. En fait, la Campilaro, c'est tout simplement la contraction du CA de Catalogne, le MEP d'Aix-Midi-Pyrénées, à l'ancienne région Midi-Pyrénées, à l'époque où on a créé l'association, et le Laro pour Languedoc-Roussillon. On considérait que faire du vélo en Languedoc-Roussillon, en Catalogne et en Midi-Pyrénées formait un super terrain de jeu, puisque c'est un territoire qui est effectivement propice au vélo, hein, que ce soit sur le littoral, bien sûr au cœur des Pyrénées. Donc voilà, on voulait créer quelque chose qui permette voilà, de découvrir ces territoires-là, puisque je vous dis tout à l'heure, mon parcours professionnel allait vers la découverte et une préoccupation pour les territoires, et on voulait que cette préoccupation-là aussi transpire dans le projet vélo, qui est donc d'attirer, de faire connaître nos territoires à vélo. Ok. C'est sûr que la région, elle est propice, on le voit nous dans l'Aude, sur les routes qu'on pratique, il y a déjà de quoi faire, et dans toute la région, forcément encore plus. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cet événement ? Ouais, je disais tout à l'heure, après ce temps de foot, hein, quand j'étais plus jeune, je suis assez rapidement venu au vélo. Comme beaucoup de cyclosportifs, j'ai fait l'Ariégeoise, la Pyrénéenne, voilà, toutes les courses qui pouvaient exister en Occitanie et ailleurs. Des courses d'un jour. Et finalement, il y avait un petit manque de se dire, OK, il y a le défi d'un jour, mais si on veut faire des choses à étapes, à l'époque en tout cas, 2013-2014, il y avait assez peu de choses, voire pas. Hein, même la autoroute qui était un projet encore, hein, ne s'était pas lancé. Et clairement, le projet était là, c'est-à-dire d'essayer de créer un événement qui n'existait pas pour permettre un vrai défi sportif sur plusieurs jours. C'est venu comme ça. Ça a pris un peu de temps, mais l'idée était là. Ok, ça marche. C'est vrai qu'il y a plusieurs Campilaro dans l'année. Il y en a combien au total? Alors en fait, il y a 3 événements. Il y a bien sûr la Campilaro Pyrénées, hein, qui est notre événement de référence, qui est une course inscrite au calendrier FFC. Dont la première édition donc, a été créée en 2015. Donc il nous a fallu quelque part 2 ans de préparation. Hein. J'ai dit tout à l'heure 2013, création de l'association. 2015, donc création du premier événement. Donc cette cyclosportive à étapes, la Campilaro Pyrénées. Et puis plus tardivement, autour du Covid aussi, hein, quelque part, post-Covid, est venu se greffer voilà, une proposition différente, plutôt en forme de séjour touristique, mais quand même avec une forte connotation sportive. Là aussi de découverte des territoires. Donc on a créé 2 événements. Un événement plutôt au mois de mai, qu'on a fait d'abord dans les Cévennes et qu'on fait aujourd'hui en Catalogne, française ou espagnole. Et puis un troisième événement donc, qu'on crée au mois d'octobre, plutôt pour clôturer la saison. Et là, pour l'instant, qu'on fait dans le Lot, à la découverte de la Dordogne. Donc 3 événements pour la Campilaro actuellement. Ok, c'est bien, ça permet d'éparpiller un peu sur l'année et tout. Ouais, sur l'année, sur les territoires. Oui, aussi. Et finalement, en étant aujourd'hui en Catalogne, puisque là on se parle, on est ici à Campredon, en Catalogne, on a finalement bouclé un peu le projet Campilaro du départ, puisqu'on a cette épreuve en Catalogne. La Dordogne, le projet Dordogne est dans le Lot, en ex-Midi-Pyrénées. Et puis on a la Campilaro Pyrénées, qui est le trait d'union avec les 2 autres événements. Oui, bien sûr. Alors, tu dis la première édition de la Campi Pyrénées, c'était en 2015. À quoi elle ressemblait cette première édition? Là, on était nous-mêmes plus qu'au démarrage. C'était vraiment une première expérience, même si on s'était entouré bien évidemment de professionnels pour la sécurité, pour l'aspect médical. Mais nous, organisateurs, c'était notre premier événement. Donc voilà, c'était un événement à la fois quelque part très ambitieux, vouloir monter un événement à étapes avec voilà, une rigueur qui était sûrement encore à parfaire, hein, et on s'est amélioré petit à petit, mais ça a démarré gentiment. 51 coureurs nous ont fait confiance en 2015. Peut-être ce chiffre nous a porté bonheur. Je sais que dans le vélo, ce 51 est un chiffre un peu magique, et effectivement, on a démarré comme ça. À 51, on y a cru. Et puis c'est venu croissant au fil des années. D'accord. Il y a une belle croissance. Ouais, chaque année, la croissance des effectifs s'est faite. Alors avec des petits moyens, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de moyens de communication majeurs. Hein. On n'a pas pu inviter de journalistes sur l'épreuve. On n'a pas fait de communication dans les magazines vélo. C'est plutôt le bouche à oreille.
Ce sont ces 51 premiers coureurs qui ont fait la Campilaro Pyrénées, clairement. Donc on est passé de 51 à une centaine, déjà 100-120 en 2017-2018. Et aujourd'hui, en quelques jours, on sold out notre événement. Donc voilà, on est plutôt content de la progression, tout en restant humble, parce qu'un événement, il peut très rapidement monter et puis aussi rapidement redescendre. Voilà, donc on essaie de faire les choses aujourd'hui de manière très carrée, très rigoureuse. Et finalement, ça a l'air de fonctionner, puisque voilà, les gens renouvellent leur adhésion à cette course. C'est chouette. C'est vrai. En préparant ce podcast, j'ai vu un article sur Internet qui, en fait, la Campilaro Pyrénées, on en parle à l'international. J'ai vraiment vu un article d'un média anglais, je pense, qui en parlait. Comme quoi, c'était vraiment quelque chose à faire en France. Oui, alors ce bouche à oreille a permis aussi finalement de trouver écho auprès des médias, y compris des médias étrangers. Alors la participation étrangère, elle est venue un peu plus tardivement, on va dire 18, 19, 20 là. Clientèle plutôt européenne, de cette clientèle étrangère, Angleterre, Europe du Nord, Belgique, Hollande, bien évidemment, Suisse, Italie, un peu moins d'espagnol, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. Aujourd'hui, on a à peu près 30% d'étrangers sur chacun de nos Campi Pyrénées. Ah, c'est beau. Et le nombre de 250 participants, est-ce que c'est figé? C'est une limite que tu t'es... Ouais, clairement. Okay. Clairement. Nous, le choix un peu stratégique, ou le positionnement plutôt de l'épreuve, c'est la qualité de l'accueil. Voilà, on considère qu'au-delà de 200-250 participants, c'est plus compliqué d'accueillir dans de bonnes conditions de sécurité, de restauration, d'hôtellerie. Voilà. On est aussi une association, on n'est pas une entreprise du sport. Clairement, hein, donc ce travail d'associatif, il se fait le soir, il se fait le week-end. Et partir sur un événement trop important, c'était aussi pour nous une limite sur laquelle on ne voulait pas aller. Donc oui, c'est clairement nous, un seuil sur lequel on n'ira pas au-delà. Ouais, clairement. Comme ça permet vraiment de rester carré, comme tu disais, et de donner les meilleures conditions possibles au cours. Ouais, on préfère travailler la qualité de l'accueil sur ces 250 plutôt que... voilà. Alors, c'est une stratégie. D'autres préfèrent avoir un maximum de participants et ça se comprend également. Hein, y compris peut-être aussi pour un impact territorial, etc. Mais voilà, nous, c'est plutôt la maîtrise de ces 250. Et puis, par rapport à toutes les autres épreuves, tous nos collègues organisateurs d'événements, nous, on est sur étape. Donc, c'est quand même lourd de gérer un groupe de 250. On est ensuite une soixantaine de l'organisation, donc c'est plus de 300 personnes qu'on gère pendant 5 jours. 4 jours de course, et le jour avant et parfois le jour après. Donc, une caravane de 300 personnes, c'est déjà pas mal. Enfin, en tout cas, ça suffit à nos moyens. Bon, voilà. C'est top. Et tu as commencé à en parler il y a quelques minutes, mais c'est quoi les valeurs de la Campilaro? Bon, clairement, c'est l'accueil. Je disais tout à l'heure que finalement, cette Campilaro, on l'a créée aussi pour faire découvrir nos territoires. Donc, il y avait une vraie volonté, une vraie stratégie d'accueil de participants français, puis on l'a dit tout à l'heure, de plus en plus aussi étrangers, pour faire découvrir ces territoires. Donc, c'est l'accueil. Donc, qui dit accueil dit aussi un peu partage. C'est-à-dire qu'encore une fois, on n'est pas une entreprise du sport, on est une association, donc on s'y retrouve, nous, dans le partage avec les gens qu'on accueille dans cette Campilaro Pyrénées, mais aussi dans les 2 autres séjours. Et puis, voilà, accueil, partage, mais il y a un gros défi sportif, clairement. Hein, c'est-à-dire que ce partage, cet accueil, il est aussi, à un moment donné, chaque coureur se confronte aussi à son défi, soit personnel, de faire ses 4 jours de vélo, soit collectif, puisqu'on peut aussi s'inscrire en team. Mais je veux dire, voilà, accueil, partage et défis sportifs, c'est un peu les choses qu'on voulait promouvoir au sein de la Campilaro. Ok, très bien. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Du coup, forcément, un événement qui dure depuis 10 ans, il connaît une évolution au fil des années. Alors du coup, comment est-ce que la Campilaro a évolué justement au fil des années? Bon, nous, on a une chance... je le dis comme ça, après, voilà, c'est de s'être entouré de partenaires et de prestataires aussi, qui ont aussi assuré le succès de la Campilaro. C'est-à-dire que la Campilaro, bon, c'est certes une équipe d'organisation, mais on a des motos, on a des médecins, on a des masseurs, on a de la cryothérapie, il y a nos bénévoles qui accueillent les coureurs au départ, à l'arrivée, sur les ravitaillements, et c'est tout ça, en fait, qui a fait, je pense, le succès entre guillemets, hein, de la Campilaro. Donc, ça, quelque part, le fait que ces partenaires et prestataires reviennent chaque année aussi,
fait que voilà, c'est quand même assez fluide dans la préparation de l'épreuve. Et sûrement qu'on doit, voilà, aujourd'hui en tout cas, on le dit encore une fois très modestement, le succès de la Campilaro lié à cet environnement un peu qualitatif qu'on a su voilà, créer aussi peut-être, et dans lequel nos partenaires s'y retrouvent, nos prestataires s'y retrouvent. Et je pense que le participant voit bien qu'il y a quelque chose là qui se passe de manière peut-être un peu différente. Il y a voilà, une vraie convivialité aussi, clairement, dans lequel chacun se retrouve. Je voulais te demander justement quelles sont les particularités de la Campilaro. Je pense que tu viens d'en citer une du coup. Forcément de particularités. Ouais, bon, il y a ce cadre voilà, de convivialité qu'on essaie de mettre en place, mais bon, ça se décrète pas, hein, c'est au fil des ans qu'on a pu mettre ça. Après, la particularité de la Campilaro sportivement, parce que c'est quand même aussi le premier sujet finalement, les gens viennent faire une course, hein, c'est la neutralisation des descentes qui n'allait pas de soi il y a 10 ans. On était les premiers quasiment à faire ça. Au final, c'est rentré dans les habitudes et puis finalement, c'est assez fluide. Et même le participant, il s'aperçoit vraiment qu'il y a des parties neutralisées. Vraiment, c'est un truc incroyable. Donc, c'est notre particularité. Ensuite, on est à étapes, je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup d'épreuves à étapes, en tout cas en cyclosport. Dans le calendrier FFC, on est 3, hein, donc 3 sur 120 ou 130 organisateurs, hein, donc c'est très peu. Donc, course à étapes, neutralisation des descentes, et puis le seuil à 250. Voilà, c'est un peu la particularité de la Campilaro. D'accord. Okay. Alors, c'est quoi ton plus beau souvenir lié à cet événement? Nous, je ne sais pas s'il y a un plus beau souvenir, parce qu'en 10 ans, il s'est passé énormément de choses. Nous, on est toujours comment dire ça, agréablement surpris, certainement, parce qu'on des sourires finalement des gens à la fin des Campilaro. Voilà, ça c'est ce qui réchauffe un petit peu toute l'organisation dans sa préparation toute l'année et après. Ok, ça marche. Donc c'est une somme de beaux souvenirs. Ouais. Après on a eu des arrivées sur des cols mythiques. On est arrivé à l'antiport de Péragude. Voilà, et puis cette organisation, elle tient aussi bien pour ceux qui viennent là pour gagner, comme pour ceux qui viennent là par défi, d'arriver au bout des Campilaro. On maintient bien sûr le dispositif du début jusqu'à la fin, et de voir certains cyclosportifs être capables de monter des cols ou tourmaler entre 15 et 20 à l'heure, et certains arriver au bout du bout et passer la ligne, c'est voilà, on y trouve sur les premiers comme sur ceux qui prennent plus de temps du plaisir aussi à leur donner cette chance-là de vivre les Pyrénées de cette manière-là. Ouais, c'est beau, tout le monde y trouve son compte au final. J'espère et je crois, enfin en tout cas je crois. Il y a les sourires à l'arrivée, parfois les larmes font que oui, on voit bien qu'il se passe quelque chose, quoi. Voilà, clairement. On verra s'il y a des participants qui regardent cette vidéo et qui pourront peut-être donner leur avis en commentaire. Est-ce que tu as des projets de nouveautés? À quoi on peut s'attendre pour la suite? Alors, bon, on est une association, je vous dis, on fait ça nous le soir et les week-ends, hein, donc bon, on arrive quand même avec 3 événements sur l'année, un peu en limite de capacité aussi à faire, et à faire bien surtout. Bon, parce qu'on pourrait toujours faire plus, mais l'idée c'est quand même de faire bien. Là, on est vraiment sur une grande course l'été dans les Pyrénées, à la Campilaro Pyrénées, et nos 2 séjours. Ce qu'il faut préciser peut-être pour ceux qui nous écoutent, c'est que ces 3 Campilaro, elles changent chaque année. C'est-à-dire, nous, le club est à Toulouse. Chaque année, on change de vallée. Ça veut dire beaucoup d'organisation, de préparation pour chercher de nouveaux parcours, négocier avec les villes. Donc voilà, ce format à 3 événements, je pense qu'on va le faire perdurer. Ce qu'on a fait quand même sur 2025 par rapport aux autres années, c'est que la Campilaro Pyrénées était sur 3 jours jusqu'à maintenant. Et là, pour le format anniversaire, puisqu'on fête nos 10 ans, on est passé à 4 jours. Donc en soi, l'édition 2025 de la Campilaro Pyrénées, c'est une forme de nouveauté, puisqu'on a introduit un 4e jour pour fêter ça aussi avec tous les gens qui nous accompagnent. Et donc on avait trouvé un petit slogan 10 ans, 10 cols, 10 mm de dénivelé. Bon, on pouvait dire qu'il y a le défi sportif et j'espère encore de la convivialité sur l'épreuve. Ok, le chiffre 10 est martelé dans la com pour cette édition. Clairement. C'est cool. Est-ce que
J'allais poser la question, est-ce que tu as une certaine ambition pour la Campilaro pour la suite, du coup? Bon, disons qu'on est, enfin voilà, 10 ans c'est une tranche de vie. On est vraiment ouais, content, satisfait d'être arrivé où on en est là, c'est-à-dire d'avoir auprès des cyclistes, des cyclosportifs, cette attention, cet intérêt. Bon, nous, on le mesure quand les gens sont là avec nous sur les courses, je vous dis, les sourires, etc. Ce qu'on partage, hein, puisque l'idée des 250, c'est aussi de partager. C'est-à-dire, pour nous, le participant à la Campilaro, c'est pas un dossard, c'est Pierre, Paul, Jacques, etc. Et ça, c'est important. Rappelle-moi ta question, tu vois, je l'ai perdu. C'est quoi l'ambition pour la suite? L'ambition. Déjà, c'est duré, quelque part. Hein, c'est-à-dire que nous, comment on change de vallée à chaque édition, on a encore plein de choses à faire découvrir. Hein, donc, on n'a pas fait toutes les Pyrénées. On peut même imaginer pas faire seulement que les Pyrénées, mais peut-être aller un peu plus sur les Piémonts. Voilà, parce qu'au fil du temps aussi, on voit bien que les gens viennent monter d'école, mais quand on a fait des propositions d'étapes avec des parties basses, voire des parties très roulantes, on a vu que ça avait suscité de l'intérêt. Donc on peut vraiment déjà voilà, continuer à diversifier un peu les parcours, de manière à ce que ça reste attractif aussi, hein, parce que l'attractivité de la Campilaro, elle passe aussi par les parcours qui sont renouvelés. Contrairement parfois à des organisations qui sont, eux, dans des vallées, et qui sont, par le format de la vallée, parfois obligés de faire voilà, souvent les mêmes cols ou les mêmes parcours. Là, nous, la chance, entre guillemets, qu'on a, c'est plus de travail, mais la chance qu'on a, c'est qu'on est ouvert à toutes les Pyrénées. Alors, on est allé beaucoup dans le 65, beaucoup dans le 31, un petit peu dans le 09. Voilà, donc le 09, par exemple, ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé, mais il y a aussi le 11, dans l'Aude, il y a aussi le 66, qu'on a fait en séjour, mais pas en course. Avec nous, la difficulté, c'est que la course est en juillet, et plus on se rapproche du littoral, plus c'est compliqué aussi d'avoir les autorisations, il y a plus de circulation, voilà, on est aussi vigilant à la sécurité, enfin, en tout cas, c'est notre premier, la sécurité, c'est notre premier warning, quoi, clairement. Donc voilà, c'est continuer à être attractif. Voilà, la mission qu'on peut donner, ça pourrait être ça. On est très marqué aussi par la présence de plus en plus de féminines. Comment ça se traduit, pour être très précis, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, les statistiques des cyclosportives françaises, hein, pas qu'en Occitanie, c'est à peu près entre 6 et 8% de féminines. Bon, donc c'est pas mal, mais on voit bien qu'on a une marge de progression pour accueillir de plus en plus de filles. La chance qu'on a, c'est que sur la Campi, on est à 15%, donc c'est bien. Donc on va continuer à essayer de renforcer voilà, cet accueil aussi de filles. Alors, est-ce qu'on peut imaginer aussi des choses plus spécifiques pour les cyclosportives féminines? Pourquoi pas? Ça pourrait être un fil qu'on peut tirer dans les prochaines années aussi. Ouais, ça pourrait nous intéresser, effectivement. Ouais. Ça marche. Alors, je me pose une question. Parce que là, je suis sur l'événement Campi Catalogne. Je me demande, c'est combien de temps de préparation pour en arriver là? Bon, alors je disais tout à l'heure voilà, un peu sur le ton de la rigolade que c'était les soirs et le week-end, mais voilà, vraiment la Campilaro, ça nous prend, on travaille toute l'année, parce qu'à chaque étape de l'année, il y a des temps de préparation spécifiques. Alors tu m'interroges là sur les séjours. Là, on a quasiment bouclé le séjour de 2026 en Catalogne. Ça veut dire qu'on est au moins un an à l'avance. Sur les séjours, ce qui est la contrainte la plus forte, c'est la qualité de l'hébergement et de la restauration. Les tracés, bon, voilà, on est originaire de la région, même si on est ici en Catalogne, en tant que Toulousain, j'y viens souvent, je roule beaucoup, donc c'est des routes que je connais bien. Par contre, sur lesquelles les gens qui viennent avec, enfin les cyclistes qui viennent sur la Campilaro, ce qu'ils recherchent aussi, c'est une certaine qualité d'accueil, de confort, d'hôtels qui sont en capacité aussi d'accueillir des cyclistes, c'est-à-dire un garage à vélo, un endroit pour faire de la mécanique, qui est bien placé pour le savoir, des menus adaptés aussi au sport, des horaires adaptés aux sportifs, c'est-à-dire là, tu l'as vu là, depuis le début de la semaine, on part vers 9h, on rentre entre 13 et 15h, suivant le rythme de chacun, hein, puisqu'encore une fois, c'est un séjour libre, donc chacun roule à sa vitesse. Avoir une restauration qui fonctionne encore à 15, 15h30, 16h, c'est pas partout. Donc en fait, ce qui nous prend le plus de temps, c'est bien de repérer ça, l'hébergement. Donc voilà, on était à une année sur la préparation de l'événement. Après, il faut le commercialiser, la communication. Et voilà, même si on est sur un effectif petit, une quarantaine de personnes, ça demande pas mal de travail, sachant que
La singularité de ces séjours, c'est qu'on accueille aussi les accompagnants, tous les accompagnants, hein, de celui ou de celle qui vient avec le ou la cycliste, à qui on propose aussi un vrai programme tourisme bien-être. Donc c'est aussi des éléments à préparer, visite guidée de telle ou telle ville, yoga, marche nordique, voilà, tout un programme spa, etc. Donc ça, c'est aussi un temps de préparation assez important. Ok. C'est ce que j'imaginais un petit peu, beaucoup de travail à l'avance avec la communication avec les hôtels. Parce que c'est vrai que faire un parcours, au final, c'est pas si long que ça en soi, surtout quand tu connais. Ok, intéressant. Et du coup, pour la Campi Pyrénées, est-ce que c'est pareil, c'est 1 an d'avance, peut-être 2 ans d'avance? Alors, dans notre tête, pour les parcours là, c'est 1 an ou 2 d'avance, effectivement. Sur les Pyrénées, enfin la Campi Pyrénées, pardon, il y a 2 temps importants qui peuvent être lourds. D'abord, c'est le temps de convaincre les villes départ et villes arrivée, c'est-à-dire aller les rencontrer, expliquer ce qu'on fait, expliquer ce qu'on souhaiterait, avoir leur accord. D'ailleurs, pas forcément sur des éléments financiers, parce que nous, sur les villes-étapes, on ne demande pas de soutien financier. On demande une disponibilité du personnel des mairies, un accueil dans les gymnases, etc., du podium, etc. Voilà. Mais voilà, ça se négocie. Donc ça, il y a un temps de négociation qui peut être un peu long. Et puis, comme on est sur une course, il y a un temps administratif de présentation des parcours aux préfectures. Par exemple, cette année, sur la Campilaro Pyrénées 2025, on est sur 3 départements. Le 31, le 65, le 64, ça veut dire 3 préfectures, ça veut dire 3 dossiers. On traverse 75 communes, donc il faut que j'écrive à 75 communes pour que chacune me donne l'autorisation de passer. Donc voilà, ça c'est un temps administratif qui est de plus en plus lourd. Et franchement, pour des petites organisations comme nous, que nous sommes, hein, c'est très très lourd pour le coup. Ouais. Tu penses avoir peut-être des contacts un peu, tu connais. Alors, mais il faut quand même passer par le côté administratif. Oui, il faut passer par le côté administratif. Alors c'est vrai que mon parcours professionnel fait que voilà, je rencontre beaucoup des départements, des collectivités locales, donc c'est un milieu que je connais bien. Ça m'est facile de parler à des élus, à des maires, donc à des présidents de conseils départementaux, voilà. Mais bon, malgré tout, il faut le faire. Il faut le faire et ça prend un peu de temps. C'est sûr. Ok. Je pense qu'on a bien fait le tour du chapitre Campilaro. Okay. C'est très complet. Maintenant, si on revient sur un sujet un peu plus global, on va dire, le regard du vélo dans la région. Selon toi, c'est quoi la place aujourd'hui, l'importance du vélo en Occitanie? En restant sur la dimension sportive ou pas seulement? Pas seulement. Pas seulement. Bon, peut-être pour finir le chapitre sur la dimension sportive, bon, le cyclisme amateur, le cyclosport, il reste quand même habité par le cyclisme professionnel. Donc, le souhait voilà, de l'Occitanie, c'est de maintenir ces épreuves professionnelles. Je pense à l'Étoile du Bessèges, à la Route d'Occitanie qui va démarrer en juin prochain. Donc, il y a une attention portée notamment par le conseil régional sur ces épreuves-là. Bien sûr, le Tour de France. Bon, là, nous, côté conseil régional, on essaie d'accompagner les villes-étapes, y compris un peu dans le financement, pour pouvoir accueillir le Tour de France dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est le côté sportif. Alors, il n'y a pas que le milieu professionnel, il y a aussi donc des associations comme nous qui montent des événements. Là aussi, voilà, on essaie autant que possible à la région Occitanie de soutenir financièrement, de sponsoriser, de financer les grands événements cyclistes amateurs et ou cyclosportifs. Voilà, ça c'est la dimension sportive. Donc j'espère voilà, que la région Occitanie va garder cette dimension sportive ou professionnelle ou cyclosportive comme nous. Et puis après, l'enjeu mobilité, qui est plutôt bon travail à la région. Et voilà, c'est l'idée que de plus en plus d'Occitanes puissent se déplacer à vélo. Alors pour ceux qui le peuvent, pour aller sur leur lieu de travail, hein, depuis entre le domicile et le lieu de travail, ou entre le domicile et le lieu d'études. Voilà, donc je ne vais pas reprendre ce qu'est le plan vélo de la région, mais voilà, on essaie d'inciter avec différentes actions de financement des pistes cyclables, de financement du stationnement, de l'accompagnement des usages. On essaie de faciliter l'usage du vélo pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui se le sentent. Mais voilà, on est quand même dans un moment où il faut décarboner nos mobilités
Et clairement, le vélo, au quotidien, c'est possible. Hein. Ouais. C'est possible. C'est pas possible pour tout le monde. Mais en milieu urbain et parfois en milieu rural, voilà, quand on habite à entre 1 et 5, 6 km de son lieu de travail, pas forcément tous les jours, mais quelquefois dans la semaine, on pourrait prendre son vélo. On peut aussi commencer à prendre son vélo pour aller le samedi ou le dimanche faire ses courses, aller au sport, etc. Voilà, cette dimension quand même d'écomobilité qui m'anime là côté professionnel, sur lequel voilà, aujourd'hui il faudrait qu'on puisse davantage progresser et ensemble, c'est-à-dire nos concitoyens, les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises, employeurs, d'inciter leurs salariés à aller au travail à vélo. Ok. Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution quand même dans les mentalités à ce niveau-là? Ouais, franchement, je trouve que les choses s'améliorent. Alors bien sûr, il y a en France des villes qui sont très loin, hein, Strasbourg, Grenoble, Nantes, voilà. Mais voilà, même en Occitanie, les choses avancent bien. Un peu tardivement par rapport à la moyenne française européenne, mais ça progresse. Tous les territoires s'emparent du vélo et voilà, ça devrait progresser là, dans les 10 ans qui viennent. Il faut que ça progresse. Ok, très bien. Si on se concentre sur des questions un peu plus personnelles, un peu plus fun, si tu faisais pas ce métier aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Ah, c'est une vaste question. Surtout à mon âge, à 56 ans, on peut se retourner un petit peu et se dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Je l'ai dit tout à l'heure, je fais quand même du sport, comme chacun et comme beaucoup, depuis tout jeune. Je pense que j'aurais pu avoir la rigueur du sportif professionnel. Je n'aurais pas eu le talent peut-être, mais cette rigueur-là, donc avoir eu un parcours professionnel, ça aurait pu quelque chose qui aurait pu m'intéresser, me titiller, dans lequel j'aurais pu sûrement m'épanouir. Voilà, c'est une réponse. Après, il y a plein d'autres métiers qui auraient pu être sympas, mais voilà, un parcours professionnel, ça aurait pu me plaire. Ouais. Ok. Ton col préféré à grimper? Bon, moi je trouve que Super Bannière, c'est un col magique pour plein de raisons. D'abord, c'est un col long, 18 km, avec un pourcentage moyen très très intéressant. Je suis un peu chauvin quand je dis ça. Oui, c'est sûr que dans ton histoire, forcément, il y a du champ. C'est aussi placé géographiquement au pied des principaux 3000 des Pyrénées. Donc ça veut dire qu'à Super Bannière, on a un panorama à 360. Ça, c'est l'aspect un peu chauvin. Après, franchement, dans les Pyrénées, il y a des jolis cols partout. De part et d'autre des Pyrénées. Ouais, les Pyrénées, il y a une partie française, il y a aussi une partie espagnole. Il y en a qui sont entre les deux d'ailleurs. Il y en a qui sont entre les deux. Ce matin, on est monté à Valter 2000. C'est voilà, un très beau col monté par la Volta di Catalunya. Voilà, il y a de très jolis cols. Beaucoup de sportifs nous parlent des Alpes, mais il y a énormément de choses à faire dans les Pyrénées, clairement. Oui, c'est sûr. Après une longue sortie d'été, t'es plutôt café ou bière? Bon, c'est bien quand même un peu la bière. Hein. Il faut quand même se faire du bien à la tête aussi quand on a bien donné. Ouais, j'aime bien. C'est sûr. Plutôt la bière. On parlait dans un podcast Bâtisseurs demain avec un autre cycliste. Ça fait pas forcément du bien physiquement, mais mentalement, ça fait du bien une bonne clairement. bière. Il faut enfin, en tout cas, à mon âge, il y a une petite discipline alimentaire. Je suis un peu vigilant, effectivement, pour pouvoir tenir mes sorties. Mais voilà, on fait aussi un peu de sport pour pouvoir aussi en profiter à côté. Donc, clairement, la bière après la sortie, c'est pas mal. Ouais. Pas à la peine, hein, mais la bière, c'est bien déjà. Ouais. Excellent. Alors, si tu devais résumer la philosophie de la Campilaro en 3 mots. Alors, j'en ai dit 2 qui me tiennent à cœur. C'est un peu un fil sur lequel on essaie de tenir, qui est très compliqué, c'est convivialité, sportivité. Ça, c'est clairement notre feuille de route qu'on essaie de tenir. Et c'est pas évident parce qu'on peut avoir une approche très sportive d'un côté qui peut nuire à la convivialité, ou être dans la convivialité, puis finalement ne pas être dans le sport. Donc c'est très très fin. Très fin. Donc, mais écoute, si tu veux bien, de manière exceptionnelle, je n'en donnerai que 2. C'est convivialité, sportivité. Ça marche. Mais c'est vrai que ça se ressent quand même, parce qu'on voit le soir avant de manger. Enfin, moi, je connais que la Campi du mois de mai, mais tout le monde qui se retrouve, ça boit des coups ensemble et tout, et c'est vraiment chaleureux, c'est vraiment convivial. Et ça perdure d'année en année. C'est la 4e année que je viens, et je vois ça tous les soirs sur la Campilaro, et à tout moment, quoi. Même le matin, ça rigole et tout. Il y a toujours une bonne ambiance. Ouais. Ça, c'est cool. Vraiment un truc à garder, c'est sûr. La convivialité dans ce genre d'événement, hyper important.
Bon. Merci. Merci Fabrice. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à suivre aussi l'actualité Campilaro et pourquoi pas vous laisser tenter par un des séjours ou même l'événement principal. Avec plaisir. Voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et bon ride à tous.